Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le webinaire du jour. Donc, je m'appelle Béatrice et je serai votre coordinatrice pour ce webinaire. On est ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire du jour sur les avantages et les inconvénients lorsque l'on s'associe. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Aïssata et Julien, fondateurs de Savane et Mousson, un concept de cuisine fusion Afrique et Asie qui vont aujourd'hui vous partager leur expérience. Donc, hello Aïssata et Julien. Bonjour, Salut. bonjour à tous. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, rapidement, pour rappel, nous sommes l'accélérateur du numérique d'Amazon France. Donc, on propose 4 formats éducatifs, la formation personnalisée en ligne, les webinaires, les bootcamps ainsi que le coaching. Donc, on est un programme de formation qui couvre différents sujets, de la création d'entreprise à la logistique en passant par le marketing. Et il se développe, ce programme, avec le soutien de plusieurs experts et entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a donc l'honneur de recevoir Aïssata et Julien. Donc, rapidement, avant la présentation du jour, donc je vais vous passer rapidement en revue la structure du webinaire. Donc, on va avoir entre 40 à 50 minutes de présentation qui seront ensuite suivies d'une petite session de questions-réponses entre 10 à 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de la présentation et on y répondra à la fin. Donc, normalement, pour poser vos questions dans le chat, vous avez une petite section à droite de votre écran. Et dernier détail, donc le webinaire sera bien entendu disponible en replay. Et n'hésitez pas à interagir via le chat. Donc, à présent, je vous laisse la main, Aïssata et Julien. Ok, merci pour l'introduction, merci pour cette présentation. Effectivement, nous sommes l'entreprise Savane et Mousson et nous allons vous parler du coup de notre expérience en tant qu'entrepreneur et particulièrement sur le sujet du coup de l'association. Parce qu'il est vrai que nous, depuis le début, nous sommes associés et que nous avons parcouru beaucoup de chemin ensemble. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est vraiment autour des avantages et des inconvénients de l'association. On va essayer d'être vraiment focus sur notre expérience parce que du coup, c'est vraiment ce qu'on maîtrise le plus, même si ça n'exclura pas le fait qu'on va aussi mettre des cas complémentaires qu'on a pu observer du fait de notre expérience. N'hésitez pas à poser le maximum de questions. On est vraiment là pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations si vous en avez. Et on serait curieux aussi de connaître un petit peu vos profils d'entrepreneurs. Donc, n'hésitez vraiment pas à intervenir dans le chat. Alors, je vais peut-être commencer par nous présenter. Du coup, on est Aïssata et Julien. Aujourd'hui, on a 28 ans, tous les deux. On a commencé notre aventure entrepreneuriale quand on était encore sur les bancs de l'école. C'est là où on s'est rencontrés, dans une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Et en fait, pour valider notre diplôme, on a dû partir à l'étranger pour obtenir la validation de la période à l'international. Le hasard a fait que je suis parti en Afrique. Et Aïssata est partie en Asie. Et en fait, on avait fait le même constat à ce moment qu'il y a énormément d'ingrédients communs aux cuisines d'Afrique et d'Asie. Et c'est sur ce constat qu'on a décidé de créer un nouveau type de cuisine fusion afro-asiatique. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Savane et Mousson, avec pour mission de promouvoir la diversité et l'inclusion à travers nos recrutements et surtout à travers la cuisine. Alors, Savane et Mousson, c'est une entreprise aujourd'hui qui a 4 ans. En 4 ans, il s'est passé pas mal de choses. Donc, on a commencé du coup dans nos cuisines personnelles pour pouvoir nous faire la main sur tout ça. On s'est formé vraiment par nous-mêmes. On a repris un local de production lorsqu'on avait un petit peu plus de moyens à Saint-Maur-des-Fossés. Donc, c'est là où tout a commencé et où on est encore basé aujourd'hui. On a commencé en tant que traiteur événementiel puisque à l'époque, c'était vraiment l'événementiel qui nous permettait de jongler entre nos emplois du temps d'étudiants et nos emplois du temps d'entrepreneurs. Donc, on n'acceptait que les prestations qui pouvaient avoir lieu lorsqu'on n'avait pas d'obligation académique.
Ensuite, en décembre 2020, on a ouvert notre premier point de vente, du coup, à Saint-Maur-des-Fossés. Et c'est là aussi où on a enclenché notre premier recrutement. Donc, le fait d'avoir une boutique, ça nous a permis de recruter. Ensuite, en mai 2021, on a ouvert le surplace avec l'ouverture d'une terrasse éphémère. En juillet, on a eu notre premier food truck qui est sur le parvis de MK2 Bibliothèque. Si je vous raconte cette évolution-là, c'est pour vous raconter aussi et vous resituer toutes les évolutions par lesquelles nous sommes passés et qui sont importantes pour vous pour comprendre les challenges qu'on a pu avoir. En janvier 2022, on a ouvert un second point de vente et du coup, le fait d'avoir ouvert ce second point de vente à Paris, ça nous a posé la question de la structure de notre société. Est-ce qu'il fallait qu'on ait une holding qui allait être en actionnaire majoritaire ou non sur telle ou telle entreprise? Tout ça, on le détaillera un peu plus dans le webinaire. En octobre 2022, effectivement, on ouvre notre troisième point de vente. Donc, pareil, il faut qu'on divise l'entreprise parce que c'est une branche encore à part, c'est un autre canal de vente. Donc, pareil, il se pose la question de la répartition des rôles de chacun. Mars 2023, donc très récemment, nous aurons notre quatrième point de vente, qui est aussi notre plus gros point de vente, à Enghien-les-Bains, avec 400 mètres carrés de salle qui fait à la fois restaurant et salle d'événementiel, donc pour tout ce qui est événements privés et événements d'entreprise. Et là, en novembre, on s'apprête à ouvrir notre cinquième point de vente avec toujours autant de défis et de challenges. Et donc, c'est dans ce contexte, en fait, qu'on a évolué ensemble avec Julien, toutes ces années. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qui est donc ce webinaire, c'est de comprendre aujourd'hui comment, à travers toutes ces péripéties, aujourd'hui, pour vous resituer, Savane et Mousson, c'est une entreprise qui a 32 salariés, voilà, qui a 4 ans, comme je l'ai dit, qui a traversé la crise sanitaire du Covid, qui se positionne aujourd'hui comme un leader du coup sur la partie de la restauration africaine en Île-de-France. On est fiers du chemin parcouru et je ne pense pas que ça aurait été possible si nous n'avions pas été associés avec Julien. Et donc, je vais le laisser peut-être présenter les avantages qu'il y a eu et donner à chaque fois un exemple qui accompagne ces points particuliers. Ça marche. Bah, du coup, on va essayer de commencer par les avantages pour rester optimiste. Alors, il y a énormément d'avantages à s'associer quand on lance un business. Moi, déjà, à titre personnel, je sais que je suis quelqu'un qui n'aurait pas pu lancer un business sans m'associer parce que je suis quelqu'un qui déteste être seul. Moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour partager mes victoires, pour partager mes défaites. Et en fait, moi, si j'ai entrepris aussi, c'est pour m'amuser, c'est pour aimer faire ce que je fais. Et je suis quelqu'un qui déteste être seul. Du coup, pour moi, c'était impossible d'imaginer une aventure entrepreneuriale sans s'associer. Alors, je pense que le premier point, le premier avantage à s'associer, c'est d'abord de répartir les risques. D'un point de vue financier, déjà, c'est plus simple quand on est deux à entre guillemets miser nos sous, à contribuer aux premiers investissements de l'entreprise naissante, parce que tout simplement, bah, on a 2 fois plus de ressources. Enfin, ça dépend des situations de chacun, mais je sais qu'avec ESATA, on était étudiants à ce moment-là, on n'avait pas forcément énormément de moyens, et le fait d'être deux à ce moment-là, c'était vraiment un gros avantage. Et il y a aussi moins de pression opérationnelle parce que tout simplement, quand on est deux, bah, on peut être à 2 endroits au même moment, ce qui n'est pas le cas quand on est seul, à part si on a une capacité d'ubiquité. Mais faut vraiment prendre ça en compte parce que des fois, quand on se lance, on doit être à 2 endroits au même moment. Je sais que des fois, on avait des prestations traiteurs et en même temps, on avait des rendez-vous importants. Bah, soit moi, je restais en cuisine et Aïssata allait au rendez-vous ou l'inverse. Et du coup, le fait d'être deux à ce moment-là, c'est vraiment un énorme, énorme avantage, surtout quand on n'a pas forcément les moyens au début de pouvoir payer un salarié ou alors quand on n'a pas forcément le soutien de ses proches autour. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on vient de lancer son business, pendant les 2 premiers mois, tout le monde vous soutient, tous vos proches sont derrière vous, etc. Mais avec le temps qui passe, vous allez voir que cet engouement va être de moins en moins important et c'est tout à fait normal, en fait, faut pas leur en vouloir.
Mais dans la durée, c'est vraiment bien d'avoir un associé pour gérer les opérations avec soi. Il y a aussi le fait qu'on peut diversifier les compétences, on peut profiter de compétences complémentaires. Je sais que par exemple qu'Aïssata, c'est quelqu'un de très structuré, alors que moi, je suis plutôt quelqu'un qui est très créatif, qui va imaginer plein de trucs. Et du coup, le fait qu'on soit complémentaire comme ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Mais là où j'aimerais insister, c'est sur le fait qu'on soit complémentaire à la base. C'est pas Aïssata, elle est forte, par exemple, sur la structuration et moi je suis le créatif. En fait, l'idée c'est de grandir ensemble, c'est d'aller acquérir des compétences supplémentaires chacun de notre côté. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me concentre sur de la mise en place de l'intelligence artificielle au sein de Savane et Mousson, quelque chose que je faisais pas au début. Et pareil, Aïssata, elle va se concentrer sur implémenter des nouveaux outils de gestion de stock, alors qu'elle faisait pas forcément ça au début. Et du coup, en fait, le fait d'être deux à ce moment-là, ça va permettre de nous former 2 fois plus vite et d'apporter encore plus de compétences à l'entreprise. Et aussi, c'est pas parce qu'on a chacun des domaines d'action différents qu'on peut pas s'entraider. Si Aïssata, elle va avoir du mal à implémenter un outil, évidemment que je vais aller l'aider en lui disant, voilà, est-ce que peut-être qu'avec mon approche, je vais mieux comprendre quand on va mettre ça en place, comme elle aura le nez dans le guidon pendant un petit moment. Le fait d'apporter un regard neuf aussi, c'est quelque chose de bien. Du coup, la diversification des compétences, c'est important, mais ça veut pas dire que euh, On est on, cloisonné. qu'on est cloisonné et qu'on ne s'entraide pas. Juste sur la diversification des compétences, comme je vous ai présenté en introduction, on a beaucoup de canaux de vente aujourd'hui et le fait d'avoir des compétences diverses, ça nous permet d'être chef de projet sur chacun des canaux de vente. Par exemple, moi, je vais beaucoup plus m'occuper de la partie traiteur et événements, puisque ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, un grand sens de l'anticipation aussi, du besoin du client. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui naturellement m'a été confié. Et avec le temps, c'est vrai que Julien s'est plutôt concentré sur la partie développement de restaurants et plus particulièrement de l'implémentation de notre carte street food, qui est une carte très pratique, très rapide à envoyer. Et donc tout ça, c'est né de sa capacité à analyser justement ce qui se fait sur le marché de mieux et de pouvoir proposer une solution adaptée à tout type d'événements, par exemple des festivals, à préparer une carte adaptée à un envoi rapide, puisqu'il avait pu analyser que justement notre carte initiale de traiteur ne peut pas convenir à des événements comme des festivals. Donc le fait que lui, il ait plus une vision globale sur la partie restaurant et street food lui a permis de vraiment créer des offres adaptées pour chaque canal de vente et donc optimiser aussi notre rentabilité sur chacun des canaux de vente que l'on a pu créer. Et aujourd'hui, notre répartition des rôles, le fait qu'on soit deux, ça nous permet d'être présent sur plusieurs canaux de vente, comme je l'ai dit, et de pouvoir proposer toujours plus de services à nos clients et d'attaquer beaucoup plus de marchés. Merci Aïssata. Du coup, le point suivant, c'est ce que j'évoquais un peu au début. Je pense que j'aurais dû le mettre en premier personnellement pour moi, mais le support émotionnel et la motivation, parce que c'est hyper important quand on entreprend d'avoir quelqu'un avec qui discuter, moi je sais que j'ai besoin de quelqu'un pour confronter mes idées, pour prendre des décisions avec lui, pour surmonter les épreuves en fait. Et c'est quelque chose il y a des gens pour qui ils ont pas besoin d'extérioriser. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de partager ce genre de sentiments parce que en fait, quand on entreprend, en fait, on a 2 visages. On a le visage, non, je dirais même qu'on a 3 visages. On a le visage qu'on montre au public, qu'on doit toujours dire que tout est beau, tout est rose. On a le visage qu'on montre à ses équipes. On leur dit que voilà, on va passer on va avoir des moments difficiles. Il y a tel ou tel problème qui se pose à l'entreprise et du coup, il va falloir qu'on sache y faire face. Mais il faut quand même garder un visage positif pour mesurer, pour continuer à motiver les troupes. Et enfin, tu as le dernier visage où tu es normalement seul avec toi-même. Mais là, le fait d'avoir un associé, vous pouvez être deux à avoir ce visage. C'est OK, là, Aïssata, on est vraiment dans la merde. Ou OK, Aïssata, là, on va vraiment faire quelque chose de super.
Et du coup, cette sincérité radicale qu'on a avec son associé, c'est quelque chose d'hyper important pour son équilibre mental et son bien-être en tant qu'entrepreneur. L'autre point, c'est un accès à plus de ressources. On parlait d'abord de ressources financières dans un premier plan, mais c'est aussi le réseau qu'on a construit tout au long de notre vie, tout au long de notre parcours, tout au long de nos études, des différents jobs qu'on ait pu avoir. Bah, le fait d'être deux, par exemple, moi, j'ai fait une école d'ingénieur en parallèle. Bah, quand on a voulu faire notre site internet, j'avais des amis à moi qui étaient calés là-dessus. Et du coup, ils ont pu nous aider. Pareil, Aïssata, elle a fait Sciences Po. Et il y a certaines institutions qui recherchaient un traiteur. Et c'est les amis d'Aïssata qui nous ont placés là-bas. Et du coup, bah, on voit comme ça qu'il y a énormément que c'est hyper intéressant de pouvoir mettre en commun notre réseau, mettre en commun nos sources de financement et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Enfin, c'est un avantage non négligeable quand on s'associe avec quelqu'un. Pour le financement également, il faudrait préciser pour la partie crowdfunding, parce que nous, quand on s'est lancé au tout départ, on a commencé par faire une campagne de crowdfunding pour pouvoir acquérir notre première unité de production. Et à l'époque, il s'agissait d'acheter une machine pour automatiser la production de nos sushis, puisqu'on n'était que deux et qu'on avait encore école. On ne pouvait pas se permettre d'avoir un salarié, donc on voulait absolument acheter une machine qui nous permettait de faciliter notre quotidien. Du coup, on a choisi la solution du crowdfunding pour pouvoir déjà, comme j'ai dit, acheter cet outil, mais aussi construire notre communauté. Aujourd'hui, c'est vrai que cette campagne de crowdfunding nous a servi à tous les deux, puisque c'est là où on a sollicité nos réseaux personnels. Et donc, nos réseaux personnels à chacun, on a pu les mettre en commun et justement atteindre l'objectif qu'on s'était fixé pour acheter cette machine. Et donc au niveau des financements, c'est toujours mieux d'être deux. Pareil aussi, c'est le point d'après, mais aussi au niveau des banques, je trouve que c'est toujours mieux d'arriver à deux et de montrer qu'on est très structuré, qu'on sait exactement, deux ou plus, hein. Quand je dis deux, c'est parce que nous sommes deux, mais ça peut être deux ou plus. Après, c'est sûr qu'il y a une taille à ne pas dépasser en tant qu'associé, mais je pense que quand on est plusieurs, le fait que les partenaires financiers voient que nous sommes structurés et que nous avons la tête sur les épaules et que chacun a son rôle, ça peut aider justement, Julien, sur la crédibilité. Ouais, tout à fait. Le fait d'être deux, il faut savoir que aussi vis-à-vis des banques, bah, ça rassure parce que ça rejoint un point le point support émotionnel et motivation. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est quelque chose de long et dur. Et le fait d'être deux, les banques, elles sont plus rassurées de savoir qu'il y a deux porteurs de projets qui peuvent s'appuyer l'un sur l'autre et pas qu'une seule personne avec qui ils interagissent. Et en gros, en cas de pépin, bah, si, ça peut être un accident aussi, un accident de la vie. Bah, les banques, elles sont plus rassurées en fait de faire confiance à deux personnes plutôt qu'à une seule personne. Alors là, on arrive à la toute fin de la partie des avantages de s'associer. Donc nous, on a résumé ça en 5 points. Évidemment, il y a d'autres points qui sont à aborder, mais ça, c'était vraiment les 5 caractéristiques qui, pour nous semblaient essentielles de partager avec vous. Bien sûr, tout avantage a des inconvénients également. Ils sont au nombre de 5 selon nous. J'aimerais vraiment reprendre la main sur cette partie-là, parce que du coup, c'est vrai que dans chaque association, il y a des risques. Et ces risques, il faut bien les avoir en tête pour pouvoir choisir la personne avec qui on s'associe. À titre personnel, avant de créer Savane et Mousson, j'avais créé une autre marque qui s'appelait Aymana. C'était une marque de prêt-à-porter vintage, où on sélectionnait un peu des vêtements qui venaient du monde pour pouvoir les proposer à nos clients. Nous étions quatre amis. Du coup, on s'entendait super bien en tant qu'amis. Mais il est vrai que dans l'entrepreneuriat, souvent, déjà lorsqu'on est 4, c'est compliqué. Et quand on est quatre amis, ça peut l'être encore plus.
Voilà. Donc, c'est cette expérience-là que je vais essayer de partager. Et Julien également a des choses à dire à ce niveau-là. Donc, déjà, le premier inconvénient dans le fait de s'associer, c'est qu'il peut y avoir des différences d'opinion. Et plus on est nombreux, plus ce risque est important. Lorsqu'on n'est pas d'accord, quand on est deux, entre guillemets, ça va. Quand on est tout seul, pardon, ça va. Si on ne peut pas ne pas être d'accord avec soi-même. C'est pour ça que dans le cas où il y a beaucoup d'associés, on se pose toujours la question, mais en fait, j'aurais dû le faire tout seul. Quand on est deux, quand on est trois, quand on est quatre, il faut prendre en compte les avis de chacun. Pour pas créer des pour pas créer frustrations. de frustration, effectivement. Et il faut pouvoir vraiment trouver une solution et trouver une solution rapidement. Nous, dans notre cas, avec l'entreprise Aymana, le conflit résidait dans le fait que nous étions deux à avoir eu l'idée et les deux autres personnes nous ont rejoints après. Donc, il y avait la question un peu de légitimité. Puisque ces autres personnes-là arrivaient après, quelle était leur place finalement? Cette place n'était pas forcément hyper bien définie. Et donc, quand elles apportaient des idées ou des contre-arguments vis-à-vis des décisions qui étaient prises initialement, c'était assez mal perçu. Et donc, il y a eu beaucoup de désaccords. Ces désaccords ont mené à un manque de motivation générale des membres de mon équipe à ce moment-là. Et je me suis un peu retrouvée toute seule à gérer le projet. Et effectivement, quand on se retrouve seul, alors qu'au départ, on est 4 et on a un engouement important, la démotivation se ressent aussi, même sur la personne la plus motivée. Et donc, on a dû mettre fin à cette collaboration. Et ça fait mal. Parce que dans un premier temps, quand on met fin à une collaboration et qu'au départ, ce sont nos copines avec qui on entreprend, bah, c'est toujours un peu difficile. On a laissé passer du temps. Aujourd'hui, évidemment, on se voit toujours et on est toujours super contente de se voir. Mais c'est vrai que ça a créé un moment où c'était un peu froid, pour pas dire glacial. Et du coup, ça fait toujours un peu mal. Donc, il faut bien prendre en compte ce fait-là et ne pas s'associer, je pense, avec trop de personnes au départ. Voilà. Et ou bien définir le rôle de chacune des personnes avant qu'elles rejoignent Et je l'association. pense aussi définir le projet parce que moi, j'ai un peu suivi l'histoire d'Aïssata de Aymana. En fait, c'était qu'ils avaient une idée, tout le monde trouvait ça cool et tout le monde voulait rejoindre le projet sans forcément s'être donné des objectifs précis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est rentré dans le projet et que voilà, les gens, en fait, ils avaient des objectifs différents. Il y en avait qui voulaient poursuivre un parcours en droit, il y en a qui voulaient faire ci, il y en a qui voulaient faire ça. En fait, ils voulaient juste rentrer dans le projet parce que c'était cool. En fait, ils n'avaient pas véritablement envie de se projeter dans le projet pendant X années. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui avait un peu pêché. Du coup, je vais passer au point suivant. Du coup, le deuxième inconvénient, c'est l'argent, hein, le partage des profits. Parce que je vous le souhaite à tous, j'espère que vos projets vont marcher. Et si vous vous êtes associé à 2, 3, 4 personnes en fonction de la répartition du capital que vous avez, les bénéfices doivent être divisés entre tous les porteurs de projets. Nous, personnellement, avec Esata, c'est pas quelque chose. Enfin, je sais que ça a été. Nous, on l'évoque comme ça avec vous parce que on l'a vu. Au cours de notre parcours, on a été amené à rencontrer de nombreux entrepreneurs. Et c'est vrai que la question de l'argent, c'est quelque chose de vraiment problématique, le partage des profits. Nous, avec Aïssata, on n'a pas vraiment ce problème. Nous, on est parti du principe qu'on lance un projet à deux, on s'associe à 50-50 et on y va jusqu'à la mort, quoi. Du coup, moi, c'est normal pour moi de partager à égalité avec Aïssata parce qu'on est vraiment, je considère vraiment qu'on est tous les deux sur le même pied d'égalité, qu'on se donne tous les deux à fond. Il n'y a pas de oui, moi j'ai travaillé le dimanche, toi t'as pas travaillé le samedi, etc. C'est vraiment, on donne tout ce qu'on a au quotidien. Et à partir du moment où tu donnes tout ce que tu as, tu as le droit à ta moitié des bénéfices qu'on génère avec Savane et Mousson. Après, nous, on a cette vision-là parce qu'on est associé à 50-50, mais je sais qu'il existe des projets aussi
où bah, toi, tu t'occupes par exemple que de la com, tu as 25%, toi, tu t'occupes que de la partie opérationnelle, tu as 30%, etc. Nous, on n'est pas vraiment partisans de cette philosophie-là, du coup, je pense pas qu'on puisse trop s'exprimer là-dessus, mais peut-être que dans l'audience, il y en a pour qui c'est le cas, et dans ce cas, on serait ravis d'échanger avec eux sur ce sujet. Mais nous, en tout cas, voilà. Nous, notre vision de l'association, c'est on est à égalité et on se donne à fond. Si chacun donne le meilleur de soi, ça ne peut que marcher. C'est un peu la philosophie qu'on a chez Savane et Mousson. Il y a aussi le fait que lorsqu'on s'associe, il faut bien, et je viens à initier un petit peu la question, il faut bien répartir le capital entre les différents associés. Parce que qui dit association dit dilution de la prise de décision. Une entreprise, donc c'est constitué de parts sociales. Plus on a de parts, plus on a un pouvoir décisionnel dans l'entreprise. Et lorsqu'on s'associe, on décide de donner une partie du coup du pouvoir de décision à une autre personne ou à d'autres personnes. Et ça a un coût. Ça diminue à nous. Par exemple, si moi je suis la fondatrice du concept et que je donne trop de parts à une autre personne, bah, ça va me mettre dans une position où ma prise de décision elle sera limitée. Et donc ça, c'est assez compliqué. Par exemple, si je suis actionnaire à, disons, 40% et que je donne 30% à une autre personne et 30 autres % à une autre personne, finalement, c'est comme si j'étais minoritaire parce que, ok, je suis majoritaire vu que j'ai 40% et les autres 30. Mais si les deux autres personnes sont d'accord entre elles et que moi, je ne suis pas d'accord, finalement, je perds mon pouvoir de décision puisque eux, leur décision à ces deux personnes représente 60%. Et donc 60% est supérieur à 40%, et donc c'est eux qui vont avoir le mot final sur une décision importante à prendre. Et ça peut créer des tensions et des conflits. C'est pas parce qu'on est majoritaire par le pourcentage qu'au final, les associés, s'ils s'allient entre guillemets contre vous, que vous êtes encore majoritaire. Et donc ça, c'est un truc aussi à prendre en compte parce que ça peut créer des tensions importantes. Et dans l'entrepreneuriat, on n'a vraiment pas le temps. Il y a tellement de choses à faire il n'y a pas de temps à perdre en fait pour des soucis d'ego ou de guérilla interne. L'important, c'est vraiment de délivrer son service, son produit au client. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses qui fait perdre énormément de temps et d'énergie. Et une mauvaise association peut mener à ce genre de cas. Du coup, c'est pour ça qu'on tenait à vous mettre en garde. Du coup, ça rebondit un peu sur l'autre point. En fait, tout est un peu lié dans les inconvénients parce que, en fait, quand quelque chose se passe mal, bah, ça entraîne une chaîne de réactions qui fait que, bah, par exemple, sur le point d'après, possibilité d'incompatibilité, bah, si on a différentes visions de valeurs ou de style de travail, il y a des gens qui vont aimer beaucoup, beaucoup parler, beaucoup discuter avant de vraiment essayer de bien cerner le sujet avant d'attaquer quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui veulent directement passer à l'action et apprendre sur le terrain. En fait, il y a vraiment différents styles, différentes manières de travailler. Il y en a qui vont être très à l'aise pour prendre des notes, qui vont tout noter. Il y en a qui vont essayer de tout garder en tête et tout ça. Ça peut être compatible. Moi, je sais que j'ai pas forcément le même style de travail qu'Aïsata, mais on se complète plutôt bien. On a appris à travailler ensemble. Mais je sais que ça nous est arrivé de collaborer avec d'autres marques sur des collaborations, sur des sujets. Et en fait, le fait c'était un peu une association éphémère, mais le fait qu'on n'ait pas du tout le même la même manière de fonctionner, tout simplement, bah, c'est vrai que ça crée des frictions qui peuvent bah, un peu plomber l'ambiance et créer des frustrations, en fait, en se disant mais attends, regarde, moi j'ai fait tout ça, lui il a fait ça, alors que l'autre considère qu'il a fait énormément de travail. Oui, mais j'ai pensé à tout, toi tu as juste fait ça. Et voilà, en fait, c'est un problème d'incompatibilité de manière de travailler. Ça peut paraître anodin comme ça, mais au quotidien dans les opérations, c'est quelque chose de très lourd et sur lesquels on tenait également à vous mettre en garde. Le dernier point, je pense, c'est sur qu'est-ce qui se passe quand vraiment ça va pas, on a des divergences d'opinion, on n'arrive pas à s'entendre sur la prise de décision, on n'arrive pas à travailler ensemble. Bah, la conséquence de tout ça, c'est que parfois on risque de se séparer. Et ça, c'est très, très difficile
pour deux associés. Nous, on a deux exemples desquels on voulait vous parler. Le premier exemple, c'était des personnes qui étaient dans la food et donc qui faisaient des biscuits en forme de tasses. Ça s'appelait les tasses gourmandes. Non, ça s'appelait les petites Ah oui, françaises. pardon, les petites françaises. Et elles faisaient des tasses gourmandes, pardon. Et elles se sont séparées et ça a été très difficile pour le second associé Qui est a resté. continué et qui est resté de durer dans le temps, puisque ça a envoyé déjà une mauvaise image aux fournisseurs qui demandaient, enfin aux fournisseurs et aux clients qui demandaient mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous êtes séparés? Enfin, les gens deviennent tout de suite Très très curieux. curieux et ils veulent vraiment savoir ce qui se passe. Quand il y a une séparation, on se dit toujours qu'il y a eu un problème ou que voilà. Et donc elle a tenu le choc pendant peut-être 1 an. Ou deux, ouais. Oui, et c'était vraiment très difficile pour elle. Elle en a fait une vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la vidéo est disponible sur sa chaîne YouTube. Et elle explique à quel point ça a été difficile pour elle de se séparer. On est amis, on travaille ensemble au quotidien et tout à coup, on discute avec un avocat qui est entre les deux associés et qui se met à gérer des conflits. On s'envoie des mails tout de suite. On ne peut plus parler par SMS. Ça devient très lourd et très pesant. Et surtout, là, dans son cas, en fait, ce qui était très difficile, c'est qu'elle, déjà avant, elles assumaient une charge de travail à deux. Là, elle se retrouve toute seule aux manettes de l'entreprise. Et non seulement elle se retrouve toute seule aux manettes, c'est-à-dire qu'elle a 2 fois plus de travail, mais en plus de ça, elle doit gérer avec son ancien associé qui est là pour lui mettre des bâtons dans les roues, en fait, qui lui envoie des mails de menaces avec des avocats, qui fait que tu dors pas bien quoi la nuit. Tu dis merde, j'ai ça à gérer, la charge mentale, elle est énorme. C'est une pression qui est hyper compliquée à supporter. On a beau avoir son entourage, des gens qui sont là pour nous soutenir. Si vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne comprenez pas ce que c'est que la pression peut subir un entrepreneur quand ça va mal dans son projet. Et du coup, c'est que, moi, quand j'ai vu sa vidéo, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché parce que nous, on a la chance, ça se passe pas comme ça avec Aïssata. Mais je m'imaginais dans sa situation et je me dis, c'est quelque chose, j'aurais même pas pu supporter une semaine, quoi. Et elle a tenu plus d'1 an comme ça. Et franchement, pour ça, elle a tout mon respect. Voilà pour ce qui est des inconvénients. Nous allons maintenant passer à un autre sujet qui est comment éviter de tomber dans de tels écueils. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour maximiser les avantages dont on a parlé et aussi et surtout minimiser les inconvénients, comment se protéger. Voilà, donc ça c'est plutôt des outils qu'on va essayer de vous partager et ce qu'on a essayé de mettre en place nous de notre côté pour que ça se passe mieux, en tout cas au quotidien. Alors, déjà la première des choses, donc déjà il faut bien choisir la personne avec qui on s'associe. C'est bizarre de dire ça parce qu'on se dit, bon, bah, bien choisir, bon, bah, ok, je vais choisir une personne et j'ai l'impression que je peux lui faire confiance. En fait, non. Nous, on a mis en place une sorte d'outil en interne pour pouvoir, après coup. Nous, on s'est trouvé, donc ça a marché direct et on n'avait pas fait de test au départ. Mais avec le recul, on a compris pourquoi ça avait bien marché. Et une des clés que j'ai envie de partager avec vous, c'est la compatibilité des caractères. En fait, on a fait un exercice qui s'appelle le ProcessCom. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans ça. Je pourrais vous partager le process communication. Process communication, qui est spécialisé dans cette technique-là. Et en fait, ils décrivent 5 types de personnalités différentes, voilà, chez les humains, on va dire. Et en fait, ces types de personnalités ont des compatibilités naturelles et des non-compatibilités aussi naturelles. Il se trouve, quand on a fait cet exercice de process communication, que j'ai compris, moi, mon type de personnalité et Julien aussi a compris le sien. Et il se trouve que c'était 2 personnalités qui étaient ultra en phase pour pouvoir travailler ensemble. Moi, je vous invite tous, avant d'entreprendre avec une personne, déjà de passer par cette étape-là, de comprendre qui vous êtes,
comment vous travaillez et de faire ce même exercice à là où la personne avec qui vous envisagez de vous associer. À titre d'exemple, moi, je suis une personne, je l'ai découvert avec cet exercice-là. Ils appellent ça comment? Analyseur. Je suis une personne qui est un analyseur, c'est-à-dire une personne qui est un peu en retrait, qui va d'abord prendre toutes les informations possibles et imaginables dans une échelle de temps très réduite. Donc, par exemple, imaginez-vous, je rentre dans une pièce, je scrute absolument tous les détails pour comprendre où est-ce que je suis, qui est en face de moi, qui est cette personne, pourquoi tel élément est comme ça ou comme ça. Et ensuite, j'apporte une solution, une vision et je propose mes idées. Je ne suis pas le genre de personne qui arrive et qui directement va exposer ses idées. J'expose mes idées et ma vision après avoir vraiment analysé mon environnement. Alors que Julien, lui, sa personnalité, elle est tout autre. C'est une personne qui est, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait rire, désolée. C'est une personne qui est, on va dire, lui, sa personnalité s'appelle promoteur. C'est une personne qui a beaucoup de, comment on appelle ça? Comment ils t'ont décrit déjà? Bah, je suis quelqu'un qui, en fait, qui est tourné vers l'action, en fait. Voilà, qui est tourné vers l'action. En fait, il va agir avant même de réfléchir. Lui, pour lui, le principal, son principal motivateur, c'est l'adrénaline. En fait, il a besoin d'avoir de l'adrénaline, il a besoin d'agir vite pour pouvoir justement être productif. Et ça, c'est hyper bien dans l'entrepreneuriat parce que c'est une personne qui n'attend pas finalement. C'est pas une personne qui va réfléchir pendant 10 ans et se dire oui, mais j'arrive pas à passer à l'action, machin, machin. Lui, le passage à l'action, il est inné chez lui. C'est vraiment une personne, demain, il faut faire quelque chose, il va le faire directement. Alors que moi, vous avez entendu, je suis tout l'inverse. Il faut vraiment que j'analyse énormément mon environnement avant de faire quelque chose. Ça, c'est bien parce qu'on a une personne qui est un fonceur et une personne qui analyse avant de faire. Le fait que lui, il soit comme ça, c'est-à-dire qu'on a tout le temps des nouveaux projets, tout le temps des nouvelles idées. Et moi, le fait que j'analyse avant de faire, ça permet de faire les choses bien et de manière structurée, organisée, jusqu'à arriver à l'objectif. Et inversement, on a compris aussi là où nos points faibles sont. Moi, je suis une personne qui suis de nature très, très, très stressée. Et quand je stresse, je surcontrôle. Ça, c'est un truc, je ne fais plus confiance à personne. Je veux que les gens laissent tout et qu'ils me laissent le contrôle et que je reprenne le contrôle de tout parce que je considère que je fais mieux que tout le monde. Ça, c'est mon défaut. Je considère que je fais mieux que tout le monde. Du coup, en période de stress, je vais vraiment essayer de reprendre tout le contrôle et de faire la place. faire la place. Asseyez-vous, je reprends. Asseyez-vous, je reprends les manettes là, vous faites n'importe quoi, je vais faire mieux que vous. Et ça, le fait d'avoir compris ce type de personnalité-là, bah, au moins, quand je suis stressée ou énervée, bah, je viens y comprendre maintenant, finalement, au lieu d'être énervée. Et du coup, je pense que là, la ProcessCom, c'est quand même quelque chose de relativement poussé. Mais je pense qu'un autre test tout simple, c'est est-ce que vous pouvez voyager avec votre associé? C'est ça. Nous aussi, on s'est rendu compte parce que avec Aïssata, en fait, on faisait partie de la même bande de potes. On était à l'école. On n'était pas forcément les meilleurs amis, les best friends, quoi. On était juste dans la même bande de potes. On s'entendait bien. Aïssata, elle avait entre guillemets sa besta, sa meilleure amie. Moi, j'avais mon équipe de potes aussi. Et on se fréquentait sans forcément. Enfin, on allait manger au resto ensemble. On allait des fois, quand il y avait des voyages organisés en groupe, hein, on allait ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte que on passait des bons moments ensemble. Enfin, quand on voyage avec des gens, il y en a qui sont là, oui, qui aiment tout planifier en avance. Il y en a qui aiment se lever tôt et tout. Et je suis sûr que si vous avez déjà voyagé avec des groupes d'amis, il y a forcément eu des clashs. En fait, quand on voyageait avec etc., on s'est jamais embrouillé pendant un voyage. Genre, tout se passait toujours bien. C'est toujours les autres qui se fâchaient un peu. Nous, on comprenait pas vraiment pourquoi. Et en fait, c'est parce que nos personnalités, elles étaient hyper compatibles. Du coup, un test que vous pouvez faire à court terme, c'est aller prendre une semaine, 2 semaines dans un pays un peu éloigné avec la personne avec qui vous comptez vous associer, si vous voulez le faire. Et vous verrez si vous vous embrouillez au bout du 2e jour parce que vous vous levez tôt, elle prend 10 ans à prendre sa douche le matin et tout ça, dès le début, c'est un no-go parce que c'est, en fait, au quotidien, dans l'entrepreneuriat, vous ne serez pas compatible.
Parce que justement, le voyage, c'est un endroit où vous êtes hors de votre zone de confort, vous êtes hors de chez vous. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Et donc, le fait de pouvoir avoir ce test-là, c'est une bonne chose. Un autre point sur lequel on voudrait aborder avant que le temps ne nous le permette plus, c'est le fait d'établir des accords vraiment très clairs entre vous et la personne avec qui vous vous associez. On parle régulièrement de pacte d'associés et le pacte d'associés, c'est vraiment très important à faire quand justement tout se passe bien. On ne fait pas de pacte d'associés quand les choses se passent mal, parce qu'en général, quand ces choses se passent mal, on a du mal à discuter, on met des distances avec des mails, etc. On fait intervenir des personnes extérieures comme des avocats, etc. Donc, c'est vraiment pas à faire en cas de conflit, c'est à faire pendant que tout se passe bien. Ce contrat, c'est quelque chose qui est amené à évoluer. Entre le moment où on a fait notre premier pacte d'associés avec Julien et aujourd'hui, il s'est passé évidemment plein de choses. Et donc, régulièrement, nos partenaires bancaires et institutionnels nous demandent de mettre à jour ce pacte avant d'aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux aujourd'hui, il y a beaucoup plus de structures autour de nous qui nous demandent ça. Et dans ce pacte d'associés, c'est important de préciser les rôles et les responsabilités de chacun, parce qu'effectivement, en cas de conflit, c'est ce document-là qui va vous être demandé pour la résolution du conflit. Ce pacte d'associés peut être fait entre vous. Donc voilà, si vous prenez par exemple le temps de vous renseigner un petit peu sur Internet, il y a plein de templates qui existent. Ou bien il peut être fait chez un notaire ou un juriste si vous avez un peu plus de moyens pour qu'il vous fasse un document voilà, vraiment hyper clair. Nous, on l'a fait nous-mêmes. Du coup, En plus, ça aujourd'hui, vous vous avez aide. ChatGPT aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ChatGPT pour nous aider, en tout cas qui nous pose des questions sur les mécanismes de résolution. Et donc ça, c'est très important de le faire au début, de poser bien les rôles, les responsabilités et surtout de le faire au moment où il n'y a pas de conflit. Du coup, moi, je voudrais juste rajouter un truc sur le pacte d'associés. Nous, avec Aïssata, même si des fois, on se dispute souvent, en fait, on n'a jamais eu à avoir recourir à ce pacte d'associés parce qu'en fait, on est des personnes, on est hyper loyal. En fait, moi, j'estime que j'ai une dette morale envers Aïssata. Quand on s'est lancé dans Savane et Mousson, on s'est promis à l'un et l'autre qu'on allait aller super loin avec Savane et Mousson et qu'on allait mettre tous les efforts possibles dans la réussite de ce projet. Et du coup, en fait, ce simple engagement moral de l'un envers l'autre, ça permet que quand Aïssata, je sais que des fois Aïssata, elle travaille tard jusqu'à 2 heures du matin. Moi, je me dis, je ne peux pas ne pas l'aider et travailler avec elle. Et en fait, ça crée un élan et une boucle vertueuse l'un envers l'autre. Et du coup, je pense que dans établir des accords clairs, au-delà du simple contrat, je pense il y a vraiment une discussion franche à avoir avec son associé. Je me rappelle, nous, on l'a eu dès le premier jour avec Aïssata. On s'est dit, OK, si on lance Savane et Mousson, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas des marques de melon. On y va et on donne tout ce qu'on a jusqu'à la réussite du projet. Et tant qu'il nous restera 1 euro à investir, tant qu'il nous restera 1 gramme de force à mettre dans notre projet, on le fera. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. C'est important aussi d'avoir une communication régulière avec votre associé. Bon, après, nous, on n'est pas des exemples, nous, on se parle vraiment H24. C'est vraiment, voilà, on se parle tout le temps, que ce soit par SMS, par téléphone, etc. Il est au courant de tout ce qui se passe dans Savane et Mousson quand moi, je vais dans mes rendez-vous de mon côté. Et inversement, il me débriefe absolument toutes les choses qui se passent de son côté. On a une communication qui est ultra régulière. Après, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Ça, c'est vrai que je parle de Savane et Mousson vraiment toute la journée, à longueur de temps. Et voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est important pour les personnes qui s'associent d'avoir une communication qui soit régulière et pas laisser une semaine sans communiquer avec son associé ça serait vraiment pas imaginable, quoi. 1 ou 2 jours le week-end, vous ne vous parlez pas, vous faites un break, il n'y a pas de souci. Mais une semaine sans discuter avec son associé, pour moi, c'est qu'il y a un malentendu, c'est qu'il y a une mauvaise communication. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'améliorer. Et ensuite, je pense le dernier point,
on va passer rapidement là-dessus, mais c'est établir des mécanismes de résolution de conflits. Nous, on sait qu'aujourd'hui, quand on a une décision à prendre, quand il y a quelque chose d'un peu touchy, déjà aujourd'hui, on a des employés, on a des managers en fait qui sont là avec nous et quand on doit prendre une décision qu'on n'est pas forcément en accord avec ESATA, on expose les différentes visions à nos équipes et comme ça, elles aussi, elles sont capables d'arbitrer. Au-delà de ça, on a notre entourage proche. Moi, je sais que le frère d'Aïsata, quand on a des moments de doute, Aïsata, je sais qu'elle peut s'appuyer sur elle. Moi, je m'en réfère beaucoup à mon père, qui a pas forcément toutes les connaissances de mon secteur d'activité, mais qui a une expérience entrepreneuriale et qui a la sagesse en fait de quelqu'un qui a entrepris pendant longtemps. Et en fait, en discutant avec eux, ça veut pas dire qu'on les écoute forcément, mais c'est vrai Ça qu'avoir remonte. un référent, ça permet bah, de d'avoir une autre vision d'aborder le problème. Et je pense aussi l'autre point qu'on a, c'est qu'en fait, on s'est fait accompagner par le réseau Entreprendre. En fait, quand on se fait accompagner par le réseau Entreprendre, on a un mentor qui nous suit. Et là aussi, c'est quelqu'un à qui on peut se référer pour prendre des décisions et pour justement essayer de résoudre quand il y a des conflits ou des mésententes entre associés. Mais voilà, en fait, mais aussi, faut bien savoir que lorsqu'on entreprend, on est un grand garçon, on est des grandes personnes. C'est pas parce qu'on a des mentors qui nous conseillent de faire A ou B que si on les écoute sans qu'on les écoute et que finalement c'était pas la bonne décision, on peut pas leur en vouloir. C'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui êtes responsable de votre destin. Vous êtes le capitaine de votre navire. On peut vous donner des conseils, les gens autour de vous peuvent vous dire quoi faire, mais au final, il faut vraiment que vous choisissiez avec vos tripes, avec votre cœur, la décision que vous allez prendre parce que en cas de succès ou en cas de réussite, vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Du coup, c'est bien d'avoir des conseils, des gens qui vous donnent leur avis. Il faut prendre en compte les différentes opinions, peser le pour et le contre, mais la décision finale vous revient. Il est arrivé parfois que dans Savane et Mousson, il y a beaucoup de gens qui nous disent de ne pas prendre une décision. On l'a quand même fait, ça s'est très bien passé, ou à l'inverse, on l'a quand même fait, ça s'est très mal passé. Mais en aucun cas, on ne blâme ces personnes pour les bons ou mauvais conseils qu'ils nous ont donnés. Dans l'entrepreneuriat, c'est vous qui choisissez votre destin. On voulait juste terminer vraiment très rapidement sur une étude de cas qui pour nous est importante de mettre en lumière. On a un ami qui s'appelle Africa in a Box, c'est un restaurant africain. Ils sont 4 associés dans ce projet. Et c'est un exemple qui pour nous est important de mentionner. Parce qu'à partir du moment où on est 4 personnes à décider, ça peut vraiment être problématique en notre sens. Il y a eu malheureusement une mauvaise répartition du capital au départ et une sortie difficile de l'un des associés. Donc ça, c'est vraiment un exemple sur lequel il faut s'appuyer. Il raconte aussi dans sa chaîne YouTube pas mal de choses par rapport à son association, par rapport au fait qu'il a failli aussi mettre la clé sous la porte, que l'entrepreneuriat, justement, c'est prendre des bonnes décisions. Et donc ça, c'est vraiment très important que vous puissiez aussi regarder son travail pour pouvoir avoir encore plus de ressources pour vous armer pour le futur. Je pense que c'est très important que vous puissiez regarder cela. Mis à part ça, c'est un restaurateur qu'on suit parce qu'on aime vraiment beaucoup, beaucoup son travail. C'est quelqu'un qui se bat au quotidien pour faire avancer son restaurant et sa marque et qui a connu des difficultés qui peuvent être dont vous pouvez tirer un enseignement positif pour vous, pour votre business, pour le futur. Là, on arrive à la toute fin du coup de ce webinaire. J'espère qu'on n'a pas été trop long. On va peut-être passer à la session de questions-réponses parce que je sais qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Et voilà, en tout cas, nous, on a été ravis de partager cette expérience avec vous. Et on espère que ça vous a plu. Que ça vous a plu. Merci Aïssata et Julien pour ce beau retour d'expérience et tous ces conseils pratiques. Donc à présent, on va passer aux questions-réponses. Alors on a déjà quelques questions.
Et du coup, pour information, donc pour poser vos questions dans le chat, donc il suffit de cliquer sur la section qui se trouve à droite de votre écran. Et en attendant les autres questions, on va commencer par une question de Dominique qui demande, donc elle a un projet avec sa belle-fille. Donc sa belle-fille s'occupe du côté artistique et elle s'occupe de la gestion marketing. Elle demande donc si vous avez une idée de la répartition idéale, donc si elle devrait s'associer à 50-50. Bah, moi, en fait, je suis partisan du fait qu'il n'y a pas d'autre possibilité de s'associer que 50-50. Parce qu'en fait, si vous vous associez pas à 50-50, c'est-à-dire que vous estimez que vous n'allez pas vous donner tous les deux à fond dans votre projet. Et en fait, ce que vous cherchez quand vous vous associez pas à 50-50, c'est en fait vous cherchez un employé que vous ne pouvez pas rémunérer. Moi, c'est ma vision des choses. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais même pas si c'est le cas d'Aïsata. Mm. Mais en tout cas, pour moi, quand on s'associe, c'est pour y aller tous les deux à fond. Si c'est pour que moi je prenne 70%, toi tu prends 30%, mais tu ne fais que ça, pour moi, c'est pas une association, c'est que j'ai pas les moyens de payer le salaire de quelqu'un qui fera ton travail. Et si c'est pour prendre 70%, je préfère être à 100% et payer quelqu'un pour faire le travail des 30% qui restent. Hum, Toi, t'en penses quoi, etc. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que l'association à 50-50, c'est pas forcément la meilleure des stratégies. Mais c'est vrai que quand on trouve la bonne personne avec qui on sait que on va s'investir vraiment chacun à fond, il faut vraiment pas lésiner sur les moyens. Il faut que chacun soit investi au même degré, au même niveau. Après, c'est vrai que c'est pas le cas avec tout le monde. Il y a aussi des projets pardon, qui sont plus tech et où là, on a besoin, par exemple, d'un développeur ou on a besoin d'une personne qui va vraiment s'occuper que d'une seule partie. Et effectivement, c'est vrai que cette personne-là, il faut qu'elle soit incentivée, il faut qu'elle ait des parts pour qu'elle puisse travailler, entre guillemets, sans relâche sur le projet. Donc, dans des projets un peu plus tech, c'est vrai que je ne serais pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais pour tout autre projet qui ne nécessite pas énormément de capital, en tout cas au lancement, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'associer à 50-50, effectivement. Super, très clair. Alors, on a une question d'Arnaud qui redemande le nom du test de compatibilité que vous avez fait. Alors ça s'appelle la process La process communication. communication. Et l'entreprise qui nous a fait ça, ça s'appelle Opalis. Ouais, Opalis. Opalis. Opalis Conseil, un truc comme ça. Attendez, je vais chercher vite. Opalis, L-Y. Opalys. Et ils font des tests de personnalité. Nous, on voulait même mettre ces tests de personnalité au sein de notre structure avec tous nos employés pour qu'ils puissent comprendre pourquoi des fois ça fonctionne pas. Et c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place à partir de l'année prochaine. Qu'ils puissent faire des tests de personnalité et mieux se comprendre, mieux connaître leurs points forts, leurs points faibles et aussi pourquoi des fois ça peut arriver que ça fonctionne pas avec telle ou telle autre personne. Ça s'appelle Opalis Formation, exactement. Opalis formation. Ok, top. Je note ça. C'est bien noté. Du coup, il y a Dominique donc, qui posait la question sur l'association qui dit qu'elle est d'accord avec vous pour le 50-50. Ok, super. Alors, ensuite, on a une autre question de Warda qui demande qu'avez-vous pensé de l'accompagnement du réseau Entreprendre? Alors, pour nous, dans notre cas, ça a été super positif, puisque nous avons été accompagnés à 2 reprises par le réseau Entreprendre. Initialement, nous étions domiciliés dans le 95, qui est la ville où j'habite. Au départ, la société Savane et Mousson était domiciliée chez moi, puisque nous n'avions pas de locaux. Donc, à l'époque, on a été accompagnés par le réseau Entreprendre 95. Ils nous ont octroyé un prêt d'honneur de 30 000 € et ils nous ont donné un accompagnement sur mesure pour pouvoir développer notre activité. Ce qui est bien avec le réseau Entreprendre, c'est que ce mentor-là était un spécialiste de la communication
Et puisque nous avons été accompagnés un petit peu avant le Covid, nous avions vraiment besoin de beaucoup de communication pour pouvoir nous faire connaître. Donc, c'était bien d'être accompagné par une personne qui était experte de la communication. Ensuite, lorsqu'on a trouvé notre local, c'était un petit peu après, nous avons dû déménager dans le 94 et donc nous avons été accompagnés aussi par le réseau Entreprendre 94 puisque le réseau Entreprendre vous accompagne sur la durée. Dès lors que vous dépassez un certain niveau de chiffre d'affaires, ils sont prêts à vous accompagner aussi dans le développement de votre structure. Donc, on a eu un second prêt d'honneur beaucoup plus important de 80 000 euros pour pouvoir financer notre développement. À chaque fois que le réseau Entreprendre vous prête ce prêt d'honneur, en fait, les banques font, pour la première fois, pour le premier prêt d'honneur de 30 000 euros, ils font x5. Et pour le second, ils peuvent faire jusqu'à x13. Donc, pour votre développement, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ils vous mettent un mentor. Et là, aujourd'hui, le mentor qu'on a, c'est un mentor qui est spécialisé dans le changement d'échelle, dans la structuration, dans les process, puisque notre entreprise a grossi vite. Et aujourd'hui, il nous accompagne à structurer notre entreprise. Et après, effectivement, lorsqu'on dépasse encore un autre level de chiffre d'affaires, là, il y a encore des accompagnements qui sont prévus pour vous accompagner à peut-être mettre votre projet dans toute la France ou partir à l'international. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui vous accompagne sur le long terme. Après, moi j'aimerais ajouter aussi qu'en fait, quand on parle d'accompagnement, dans le cadre du réseau Entreprendre, il ne faut pas oublier que en fait, on est des entrepreneurs. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas attendre que la solution miracle arrive toute cuite, toute prête dans votre bouche. En fait, il faut voir qu'est-ce que vous pouvez tirer de ce réseau. Ça va dépendre des personnes qui intègrent le réseau, ça va dépendre de la promotion que vous avez dans le réseau Entreprendre, ça va dépendre de votre capacité à aller chercher l'information auprès des différents interlocuteurs que vous pouvez avoir. Le réseau Entreprendre, en fait, c'est un carte de visite, c'est un passeport. Quand vous dites que vous venez des réseaux Entreprendre, que vous êtes lauréat du réseau Entreprendre, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, que ce soit auprès d'autres entreprises lauréates, que ce soit auprès des organismes un peu publics, de la CCI, de la région. C'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Après, vous êtes entrepreneur, c'est à vous de savoir comment faire. Il ne faut pas attendre que, voilà, j'ai fait réseau Entreprendre, j'ai un problème en communication, ils vont me le résoudre. C'est, j'ai un problème de communication, grâce à Réseau Entreprendre, je vais pouvoir avoir accès à d'autres ressources qui vont me permettre de résoudre le problème par moi-même. Il ne faut pas attendre que Réseau Entreprendre résolve votre problème. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des grandes personnes, c'est à vous de résoudre votre problème. Si vous pouvez avoir un coup de pouce via Réseau Entreprendre, tant mieux, mais il faut pas attendre que la solution soit toute prête dans une boîte que Réseau Entreprendre va vous donner. C'est vrai. Ça marche. Très clair, merci pour cette réponse. Alors maintenant, on a quelques questions sur plus votre expérience. Alors, première question, avant de vous lancer, est-ce que vous aviez donc fait le pacte d'associés? Et sinon, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Avant de nous lancer, non. On s'est lancé et ensuite on a fait un pacte d'associés. Ce qui nous a poussé à le faire, déjà, c'est la convention. Du coup, tout le monde nous disait, là, si vous vous associez sur 50-50, il faut absolument faire un pacte d'associés. Du coup, on l'a fait. On n'a jamais eu besoin, comme l'a dit Julien. Mais là, très récemment, on nous a imposé de refaire notre pacte d'associés Quand on a pris un nouveau prêt. Lorsqu'on a pris un nouveau prêt plus important, parce que ça supposait que le pacte d'associés précédent n'était plus forcément valable et à jour. Et donc, il a fallu le remettre à jour parce que les banques le demandent, les partenaires financiers le demandent. C'est vraiment pour eux un gage pour les rassurer et pour voir qu'il y a quelque chose d'écrit en cas de conflit. Ok, super, très clair. Alors, on a une deuxième question. Alors, selon vous, c'est quoi les red flags pour ne pas s'associer? Les red flags pour pas s'associer. Déjà le test du voyage, je pense c'est un bon test. Après les red flags, en fait En fait, je pense que toi, l'entrepreneuriat n'est pas,
on se dit que l'entrepreneuriat, c'est à la portée de tout le monde. C'est vrai, tout le monde peut être entrepreneur si la personne le souhaite, mais c'est vraiment énormément de sacrifices et énormément En fait, moi, d'implications personnelles. moi j'avais une phrase que j'aimais bien, c'est n'importe qui peut être entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est vrai. C'est-à-dire que ça peut sortir de n'importe où, mais il y a des gens qui, en fait, leur personnalité, tout simplement, elles sont pas faites C'est pour. une question de personnalité, c'est sûr, parce que c'est vrai que enfin, les red flags pour entreprendre, c'est très difficile comme question. Genre, Ouais. j'arriverai pas à dire, ah, si je vois cette personne-là, je m'associerai pas avec cette personne. C'est vraiment par rapport à son caractère. À titre d'exemple, là, moi, je fais partie d'une association qui n'a rien à voir. Je sais qu'il y a des personnes dans cette association-là avec qui j'aurais pas pu entreprendre, mais tout simplement parce que pour moi, elles sont pas assez rapides. J'ai besoin d'entreprendre avec quelqu'un qui Qui passe à percute. l'action et qui percute très rapidement. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai compris mon besoin. Il faut bien se connaître aussi. Du coup, je pense qu'une fois qu'on se connaît et qu'on comprend comment nous-mêmes on travaille, comme je l'ai décrit tout à l'heure, ma manière de travailler, d'analyser, etc., bah moi, je sais ce dont j'ai besoin pour être efficace et pour être bien. J'ai pas besoin d'une personne qui dit, oh, allez, on va remettre ça à plus tard. Enfin, très clairement, quelqu'un qui procrastine, pour moi, c'est une personne avec qui je ne peux pas, moi, m'associer. Après, moi, je pense que ça dépend aussi des. Je pense là, en réfléchissant à la question, je pense que ça dépend aussi des ambitions de chacun. Si, par exemple, vous, votre ambition, c'est de lancer votre activité pour pouvoir atteindre, par exemple, je sais pas, un certain niveau de salaire, vous dites, voilà, mon activité, je veux qu'elle me dégage 3 000 € par mois pour vivre, mais je veux avoir toutes mes après-midi pour pouvoir profiter de ma famille, je veux ne pas vouloir travailler le week-end et tout ça, c'est un objectif. Et du coup, en fait, il faut mettre les objectifs. En fait, il faut jouer carte sur table avec son associé, dire voilà, moi, mon objectif, c'est d'atteindre ce niveau de vie, c'est de ne pas travailler le week-end, c'est de ne pas travailler, par exemple, le matin, de ne pas travailler le soir, c'est de continuer à suivre des cours de théâtre, c'est de continuer le sport, c'est voilà mes impératifs, voilà euh, le, le, le train de vie que je veux mener, c'est ça mon objectif. Est-ce que c'est en compatibilité avec toi? Si par exemple, nous, on ouvre un restaurant et qu'on se dit, voilà, je veux jamais travailler le soir, bah non, le service du soir, c'est notre plus gros service. Au début, on était obligé de mettre la main à la pâte. Du coup, non, si Aïssata, elle m'avait dit, on s'associe, mais par contre, je veux jamais travailler le soir, bah clairement, non, c'est pas possible. Hmm. Du coup, je pense qu'il y a un des red flags aussi, c'est les projets de vie et les ambitions de chacun. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de se cramer pendant 3, 4, 5 ans pour aller le plus vite possible, le plus loin possible, vous pouvez pas vous associer avec quelqu'un qui dit oui, bah moi qu'à 18 heures, je ferme mon ordinateur, qu'on parle plus boulot après 18 heures, etc. C'est pas possible. Du coup, c'est vraiment dans la personnalité de la personne avec qui vous vous associez et aussi dans les objectifs de vie que vous vous fixez à vous-même et que votre associé se fixe. Mm, très clair. C'est vrai que c'est connecté à ce que vous disiez tout à l'heure sur la vision, le caractère, etc. pour choisir son associé. C'est ça. Alors, on a une dernière question. Alors, comment gérez-vous les conflits en interne? En interne de l'entreprise ou en interne entre moi et Sata? Entre vous deux? Comment Déjà, je pense que entre guillemets, on prend nos distances. Bah, quand on vient de se disputer, bah moi je vais faire un tour où je vais aller faire une livraison, une mission, ou Aïssata elle va partir faire quelque chose. Du coup, déjà, on essaie d'apaiser les tensions sur le moment Hmm. pour se dire, voilà, bah, en gros, ça sert à rien de se disputer. Surtout que nous, en fait, on a quand même pas mal de salariés. Ça veut dire que on peut pas se permettre de s'engueuler ouvertement devant les personnes qui travaillent avec nous parce que bah, Ouais, ça ça, donne un mauvais exemple. Ça donne un mauvais exemple de management. Ils se disent, bah, les chefs, ils sont en train de se disputer, il y a quelque chose qui va pas et tout, ça crée une source de tension et de stress, et ouais. de stress. Du coup, en fait, il faut vraiment essayer de faire ça discrètement pour pas que les choses impactent le moral des troupes dans l'entreprise. Non, mais surtout, en fait, c'est rare qu'on ait des grosses disputes. Et même quand on se dispute avec Julien,
Je pense que je sais très bien qu'au fond de lui, et lui, il sait très bien qu'au fond de moi, si je suis pas contente, c'est parce que je veux vraiment le bien de Savane et Mousson. Genre, c'est vraiment en gros des buts stratégiques où on se dit, mais en fait, je veux ça pour l'entreprise, l'autre veut une autre chose. Mais dans le fond, c'est toujours des disputes pour savoir ce qui est le mieux pour l'entreprise. Donc, ça va vraiment pas être des disputes insolvables où on va se dire, allez, demain, ciao, je te parle plus et voilà, tu vois. C'est vraiment toujours des trucs. Moi, je peux donner un exemple, hein, mais à un moment donné, quand il y avait une grosse décision à prendre sur est-ce que pour le développement de Savane-Mousson, il fallait qu'on reste à Lyon, parce qu'au départ, quand on a commencé, on était entre Lyon et Paris. Est-ce qu'il fallait qu'on reste à Lyon ou est-ce qu'il fallait qu'on reste à Paris? Il y avait une grosse décision à prendre à ce moment-là. Moi, j'étais intimement convaincue qu'il fallait qu'on prenne l'opportunité qu'on nous donnait à Lyon. Julien n'était pas du tout d'accord. Enfin, c'est tout un truc. Et moi, je me rappelle, j'étais hyper énervée. Enfin, j'essayais de le convaincre par tous les moyens et tout ça. Et au final, Au final, j'ai eu raison. au final, il a eu raison. Au final, il a eu raison. Mais voilà, enfin, aujourd'hui, je lui en veux pas, limite. Enfin, j'en rigole, mais c'était vraiment pour moi. Alors qu'on s'était vraiment On s'était disputé. vraiment disputé pour ça, parce que pour moi, je me disais, non, mais tu vois pas l'opportunité, t'es complètement aveugle, machin, machin. Enfin bref, tout un truc. Et au final, j'avais complètement tort. J'étais à l'ouest, limite. Et heureusement qu'on n'est pas allé vers cette opportunité-là, parce que au final, en étudiant bien le truc, c'était pas forcément la meilleure des décisions. Et effectivement, on a fait le mécanisme de résolution de conflit avec mon frère qui est aussi entrepreneur. Et mon frère aussi me regarde dans les yeux et me dit, mais c'est pas du tout une bonne idée. Et là, je suis énervée contre les deux. Je me dis, non, mais il n'y a personne qui me soutient dans ce truc. Et au final, même si c'était un gros moment de tension et j'avais l'impression d'être incomprise, j'avais l'impression que tout le monde était contre moi, au final, voilà, j'en veux vraiment pas à Julien. Et je sais que à ce moment-là, s'il disait non, c'est parce que lui, il était intimement convaincu que c'était pas le bien pour sa émotion. Et voilà, mais sinon, à part ça, oui, il y a des disputes au quotidien sur non, mais là, il faut que tu sois à l'heure sur tel truc, machin, etc. Il faut que tu sois à l'heure sur tel dossier. Mais rien de vraiment très, très grave parce qu'au final, on sait que chacun œuvre pour le bien du projet. Et voilà, mais c'est. Et effectivement, pas devant nos employés. Et quand on se dispute, bah, on a intérêt à trouver une solution vite parce que je sais que. En fait, on n'a même pas le luxe On n'a même pas le temps en fait, de se disputer longtemps parce qu'en fait, on a tellement de trucs sur le feu en même temps. T'as vu, si tu veux, on garde ton énervement. Viens, on se fâche demain parce que là, tout de suite, là, on a un problème. Et au final, on passe au-dessus de ça et on se dit qu'en vrai, sur le coup, c'était chiant, mais ça vaut pas le coup de se disputer, quoi. Ouais. Ça marche. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire, donc il sera disponible en replay. Encore un grand merci à Aïssata et Julien pour cette présentation. C'était très intéressant. Et puis, dans le chat, donc j'ai eu pas mal de commentaires. Merci pour votre retour d'expérience. C'était très intéressant. Donc, donc voilà, du coup, donc pour tous ceux qui ont participé, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin afin de répondre au questionnaire de satisfaction. Donc nous, ça nous aide à nous améliorer et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux webinaires. Et encore merci à Aïssata et Julien. Merci. Merci à vous tous. Merci de nous avoir écoutés. Avec plaisir et à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir.